Nous sommes, et je parle au nom de mes deux collègues Katia Genel et Isabelle Haller, qui, avec moi au Centre Bloc, dirigent le centre. Nous sommes particulièrement ravis, et je crois que cela vaut aussi pour tous les membres du centre cette année. Pour nous, c'est une véritable réussite et un plaisir de pouvoir accueillir Pape Ndiaye pour ouvrir cette nouvelle année universitaire. Comme vous le savez, Pape Ndiaye a été nommé au début du printemps dernier par le président français Emmanuel Macron, directeur général du Palais de la Porte Dorée, un institut national qui héberge non seulement le musée de l'immigration qui a été fondé en 2012, mais aussi l'aquarium du Palais, le Musée national de l'histoire de l'immigration et l'aquarium du Palais, et également le bâtiment du musée historique colonial qui a été construit en 1931. Des parties de ce bâtiment, en particulier ses salons représentatifs, servaient dès le départ à représenter l'État colonial, non seulement via sa décoration, mais aussi via son style colonial dans son ameublement. Et c'était également des salles très représentatives, des salles d'accueil très représentatives du directeur général de l'exposition, le marshal Hubert Lyautey, ainsi que du ministre des colonies, Paul Reynaud. Et avec sa dédicace à la France colonisatrice et civilisatrice et son équipement très imposant qui, à l'époque, à Paris, servait surtout à présenter au public international la richesse et le sens de l'empire colonial français. D'ailleurs, j'en profite pour vous recommander vivement, si ce n'est pas encore le cas, de passer et de visiter ce bâtiment à l'occasion lorsque vous serez prochainement à Paris. Nous voyons que c'est directement le sujet de notre soirée Pape Ndiaye, les musées et leurs héritages coloniaux, proposition pour une mémoire postcoloniale. Vous le savez tous, depuis quelques années déjà, il y a de nombreuses discussions, de nombreux débats autour du sujet de l'héritage colonial dans les musées en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Il s'agit de la manière dont les collections ont été créées et dont les scénographies ont été présentées. Il s'agit des discours musicographiques, mais aussi des scénographies et c'est sous l'influence de ces débats nombreux et multiples sur le post-colonialisme et sur nos sociétés actuelles que l'accent est particulièrement mis sur l'héritage colonial des musées qui sont aujourd'hui l'objet de ces discussions. Comment en Allemagne, ici, est-ce que les débats sont-ils menés autour du forum Humboldt, par exemple, ou des collections ethnologiques, des collections et des musées ethnologiques, ainsi que toutes les œuvres coloniales que l'on peut y trouver? Vous avez certainement tous déjà entendu parler de ce rapport qui a été présenté par Bénédicte Savoy et Féline Sarr au président français concernant la restitution des œuvres africaines et d'autres œuvres. Il y a eu un accueil tout particulier à Paris et au musée d'Orsay. Il y a eu à ces endroits de nombreuses œuvres qui ont fait le sujet de ce rapport. Et d'ailleurs, il y a eu des œuvres et les bronzes du Benin qui ont été rendus entre-temps. Et c'est dans ce contexte que les discussions se sont multipliées sur la question de l'héritage postcolonial, de l'héritage européen postcolonial. Je suis particulièrement ravie de pouvoir accueillir Pape Ndiaye cette année, un véritable spécialiste de ces débats qui, par sa position professionnelle, mais aussi par sa personnalité et ses expériences aussi,
peut porter un nouvel œil sur ces sujets de discussion en France et en Allemagne. Moi-même, j'ai eu l'occasion de connaître et de découvrir Pape Ndiaye par son livre publié en 2009, La condition noire en France. Il s'agissait d'un essai qui, dans le contexte des connaissances sociales existantes, mais aussi dans le contexte des expériences, traitait de la question cruciale de l'être noir dans la France actuelle. C'est un essai qui s'est fortement inspiré, évidemment, de l'expérience en Amérique et du débat en Amérique, et cela n'est pas étonnant puisque Pape est spécialiste de l'histoire américaine. D'ailleurs, je souhaite vous présenter brièvement son contexte et sa formation. Pape Ndiaye est Pape Ndiaye a enseigné à l'EH ou est enseignant à l'EHESS. Il a déjà, en 2009, grâce à sa publication, trouvé un grand accueil dans le public en France et puis soulevé la question de l'importance des possibilités, de la légitimité également de ce que nous appelons les statistiques racistes. Et c'est via ce débat que Pape Ndiaye nous semble être, ici au Centre Marc Bloch, la personne idéale pour aborder ce sujet. Il symbolise via cet essai, mais aussi via son travail jusqu'à présent, l'importance de la discussion interdisciplinaire et du débat sur nos sociétés, sur les enjeux actuels de celles-ci. C'est ce caractère interdisciplinaire de la recherche des sciences humaines qui est capitale pour nous au centre et qui nous a beaucoup préoccupés aussi ces 2 dernières années au centre. C'est ce qui a fait le sujet d'ailleurs de notre série de séminaires intitulée Essentiel à la société et qui a aussi alimenté nos groupes de travail multidisciplinaires, énergie, climat, durant lesquels nous avons pu aborder des questions capitales de la crise écologique par nos sociétés. La question de l'importance du passé colonial est également une des questions principales de notre société de ce jour. Et c'est précisément à la lumière de ces débats de ces dernières années que nous avons pu donner une nouvelle signification à ce sujet du passé colonial et de l'importance de celui-ci. Les théories postcoloniales d'un côté et les idéaux de formations européens classiques de l'autre côté ont été et sont encore des pôle de tension d'une discussion au sein des universités très intense, que ce soit ici, chez nous, mais aussi sous l'influence des débats anglo-saxons. C'est très complexe, ce sont des sujets très complexes et nous cherchons tous finalement à répondre à la question ou aux questions de l'identité collective et de la politique en France comme en Allemagne. Mais, et c'est en tout cas notre credo, celui que nous voulons représenter via cet événement de ce soir, c'est également la mission de nos matières scientifiques que de relever ces défis. Et donc, je suis très ravie, encore une fois, d'accueillir Pape Ndiaye qui va échanger avec nous et va apporter un regard sur ces sujets avec des connaissances toutes particulières et qui va y contribuer de manière productive. J'ai moi-même pu, en coopération avec Sciences Po, voir en 2017 aussi, entre autres avec des étudiants, l'exposition sur l'histoire coloniale de nos universités. Je ne vais pas maintenant parler plus en détail de ces éléments de son CV, pour ainsi dire, que je viens de vous présenter, mais je vais plutôt parler de Gabrielle Metzler, qui est déjà bien connue. Je pense que nous n'avons plus besoin de présenter parce qu'elle travaille déjà beaucoup avec le Centre Marc Bloch. Nous la connaissons très bien. Elle est depuis 2007 enseignante
d'histoire de l'Europe occidentale et des relations transatlantiques à l'Université Humboldt de Berlin. Elle a enseigné à l'Université de Bologne, de Brême, depuis plusieurs années et elle est depuis 2016 doyenne de la faculté de philosophie de l'Université Humboldt, à l'Université Humboldt de Berlin. Elle est également à l'Institut des sciences humaines. Pour ce qui est de notre événement de ce soir, il faut savoir aussi que elle a publié différents livres sur le sujet, entre autres la Grande-Bretagne comme puissance mondiale en Europe, politique commerciale dans le contexte de systèmes étatiques européens de 1856 à 1871. A été publiée à Berlin en 1997. Elle a également écrit sur de nombreux sujets comme l'État ou l'époque contemporaine, la question de l'État pour les historiens. Et puis, j'aimerais parler d'un autre livre qu'elle a également publié et qui a d'ailleurs été publié bien avant que de nombreuses autres personnes réfléchissent à ce sujet de ce jour, à savoir Une autre pensée, les représentations de la migration en Europe occidentale et aux États-Unis au XXe siècle, publié en 2013. D'ailleurs, ça permet de faire le pont avec l'Institut du Palais de la Porte Dorée, où est également Pape Ndiaye et au musée national de l'histoire de l'immigration. Donc, il y a des pôles très importants, très communs aussi entre la France et l'Allemagne, et la France, pays d'immigration. Et c'est dans ce contexte que je suis maintenant ravie de pouvoir vous donner la parole à vous deux. Pape Ndiaye, la parole est à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, bonsoir. C'est un honneur et un plaisir aussi pour moi que d'intervenir ici ce soir. Et je tiens à remercier très chaleureusement le Centre Marc Bloch et en la personne de son directeur, bien sûr, Jakob Vogel, l'Université Humboldt aussi, pour leur invitation. Je remercie aussi Gabriele Metzler de l'échange que nous allons avoir et puis nous allons aussi pouvoir converser sur un sujet qui, à l'évidence, mobilise beaucoup, occupe beaucoup les journaux, les débats publics, peut-être aussi la campagne présidentielle française dans quelques mois. Ça, c'est du côté français, mais c'est aussi le cas du côté belge, néerlandais, britannique, du côté allemand aussi, sans compter, bien sûr, des pays du Sud, notamment les pays africains qui suivent ces débats avec grande attention, tant ils sont évidemment partie prenante de tout cela, comme j'aurai l'occasion de le dire. On peut dire à cet égard que les musées sont devenus, ou je dirais redevenus, des lieux assez passionnants, pas simplement du point de vue des connaissances, mais des lieux assez passionnants d'un point de vue politique. On assiste en effet à l'émergence, à la cristallisation de questions qui étaient auparavant tenues en lisière des musées, considérées comme un peu illégitimes, comme ne relevant pas de la mission des musées. Des débats très vifs ont lieu, en effet, en Europe, comme je le disais. Je devrais aussi mentionner l'Amérique du Nord, sur la constitution des collections des musées, on va le voir, sur la scénographie des musées, sur les discours
qui sont tenues dans les musées, sur l'accueil des publics également, sur celles et ceux aussi qui travaillent dans les musées, sur la question de la diversité aussi parmi les agents, les conservateurs, les curateurs, curatrices des musées. Les héritages coloniaux sont au centre de l'attention, comme on va le voir, de telle sorte que il me semble que la porosité entre les musées et les sociétés est beaucoup plus évidente aujourd'hui que par le passé. On pourrait dire que les musées sont de moins en moins des tours d'ivoire, et cela, de mon point de vue, est une bonne chose. Et donc, cette conférence, elle a pour objet d'initier un échange entre nous, bien entendu, de présenter des débats en cours dans une perspective comparée, et puis, modestement, de tracer quelques perspectives pour établir de nouveaux rapports entre les musées, leur public, entre les musées occidentaux et le reste du monde. Pour organiser le propos, je vais distinguer entre plusieurs types de musées, bien entendu. Je vais en faire 3 groupes, même si cette schématisation est un peu simpliste. D'une part, les musées d'histoire et de société. Ensuite, les musées des beaux-arts. Et enfin, les musées des civilisations africaines, asiatiques, océaniennes. Bref, les musées qu'on appelait jadis les musées d'ethnologie. Voilà 3 groupes que je vous propose d'examiner successivement, après quoi nous formulerons quelques propositions ouvertes, bien entendu, à la discussion. Car dans chacun de ces 3 groupes, il y a des débats, et dans chacun de ces 3 groupes, les questions coloniales et les questions post-coloniales sont discutées, sont envisagées et sont susceptibles de transformer profondément les musées en question. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par les musées d'histoire et de société. Par musée d'histoire et de société, j'entends, alors la question des musées d'histoire ne pose pas de problème particulier. Musées de société, c'est une catégorie qui fait partie de l'UNESCO, qui regroupe des musées, y compris comme le musée que je dirige, le Musée national d'histoire de l'immigration, qui porte bien entendu sur des questions d'histoire, mais qui concerne aussi, qui saisit aussi des questions contemporaines sur la présence en France de groupes migrants ou de descendants, sur les questions de racisme et de discrimination qui sont des questions contemporaines de la société française et de bien des sociétés européennes. Nous avons aussi pour mission de parler de cela. Et donc, on voit bien que les musées d'histoire et de société sont en prise directe sur un certain nombre de questions politiques sensibles, en particulier en France, comme vous le savez, les questions relatives à l'immigration, les questions relatives au passé colonial de la France, les questions relatives aussi au racisme, à l'antiracisme. Il y a des débats très vifs, très durs aussi en ce moment en France. C'est peut-être le cas aussi en Allemagne. Et donc, du côté de ces musées d'histoire et de société, ce qui est vraiment frappant, et on le voit dans les discussions que nous avons avec des musées équivalents de par le monde, il y a une association des musées de société, une association internationale, ce sont des demandes insistantes de prise en compte, de prise en considération dans les musées, dans les expositions, de parcours de vie, de récits familiaux, souvent liés à des parts sombres des histoires nationales. Cette demande insistante de retrouver dans le musée une part de soi, une part qui est liée à une migration, par exemple, familiale, celle des parents ou celle des grands-parents, on la retrouve et je l'ai expérimenté depuis que je dirige ce musée de manière très évidente.
En effet, il y a le sentiment dans une partie de la population française, et sans doute au-delà, qu'il y a une histoire officielle, une histoire de France avec ses événements scandés par des grandes dates, enseignés à l'école. Et puis, il y a des récits familiaux, les récits de la migration, des récits qui se faufilent sans que parfois ces récits ne trouvent leur place dans l'histoire officielle, dans ce que les Américains appellent le master narrative, le grand récit classique tel qu'il est enseigné en France. L'histoire a une place particulière en France depuis la fin du 19e siècle. Donc, des demandes de connexion, pour que ce dont parlent les grands-parents à la maison se retrouvent un petit peu, quelque part, dans un musée qui peut être celui donc de l'histoire de l'immigration. Et donc, cette demande-là, qui est une demande sociale, elle peut passer par elle peut avoir plusieurs voies. La première, c'est celle de la création d'un musée, pur et simple, ex nihilo. On peut prendre le cas du Musée national d'histoire et de culture africaine-américaine, qui a été ouvert à Washington, D.C. en 2016, il y a 5 ans, qui est un musée qui a un grand succès depuis 5 ans, qui vise à donner une dimension officielle, nationale, c'est un musée national, à l'histoire africaine-américaine qui a longtemps été tenue pour secondaire, mise sous le tapis, en particulier dans ses aspects les plus tragiques, que sont l'histoire de l'esclavage et l'histoire des différentes formes de violence raciale que les Africains américains ont expérimentées depuis le XVIIe siècle. La création de ce musée conclut une longue histoire, puisque ce musée a commencé d'être discuté dès les années 30. Il y avait des projets de musées d'histoire africaine-américaine à cette époque, qui ont ressurgi dans les années 60, mais faute de financement et d'accord des parlementaires américains, cela n'a pas fonctionné, avant de prendre forme au début des années 2000, lorsque le Congrès américain a voté le principe de la création d'un tel musée, puis ensuite il a fallu plusieurs années pour trouver le financement, construire le musée qui a finalement ouvert en 2016. L'objectif de ce musée, que je vous invite à visiter, c'est de relire ou de proposer une relecture de l'histoire des États-Unis ou de l'Amérique coloniale avant la Révolution, vue du point de vue des esclaves jusqu'en 1865, puis des affranchis et d'une manière générale de la population africaine américaine. C'est une perspective qui est très différente de ce qui pouvait être proposé dans les musées américains classiques. On pourrait associer à cela un projet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis 2 ans, c'est le projet 1619, qui est mené par le New York Times, un projet qui explique et qui part de 1619 comme point de départ, c'est-à-dire la date de l'arrivée des premiers esclaves en Virginie. C'est le début de l'esclavage en Amérique du Nord, 1619, et qui relie l'histoire des États-Unis et de l'Amérique coloniale à l'aune justement de l'expérience noire aux États-Unis. Donc, on peut faire des créations comme cela, et le musée d'histoire africaine-américaine, de ce point de vue-là, a réussi quelque chose de très frappant, c'est-à-dire cette proposition qui est une proposition qui ne consiste pas seulement à instruire sur l'histoire des Noirs américains, mais qui consiste de manière plus profonde à repenser l'histoire des États-Unis en l'articulant aux tragédies qu'ont été l'esclavage et aussi, même si ça n'est pas traité directement dans ce musée, la destruction des cultures amérindiennes à partir du XVIIe siècle. La destruction des Indiens d'Amérique, la mise en esclavage des Africains
sont les deux événements fondateurs, au fond, de l'histoire nord-américaine. Et ce musée le dit avec une grande force. On pourrait également mentionner, au titre des créations de musées, toujours aux États-Unis, un projet. Cela n'est toujours pas abouti, mais c'est en cours actuellement. Cela prend du temps, comme je l'ai dit, à la fois d'un point de vue législatif et d'un point de vue financier, la création d'un musée national d'histoire des femmes aux États-Unis. C'est en discussion, on ne sait pas exactement quand cela va se produire, mais cela va probablement arriver. Et là aussi, on peut attendre une relecture de l'histoire des États-Unis à l'aune d'une expérience qui a longtemps été tenue, évidemment, pour quantité négligeable. Une autre manière d'envisager ces musées consiste non pas en une création ex nihilo, mais à repenser un musée déjà existant. C'est le cas justement de ma propre institution qui a été créée, qui s'est ouverte en 2007 et puis qui est devenue musée national en 2012, le Musée national d'histoire de l'immigration, puisque nous préparons actuellement la rénovation du parcours permanent de ce musée qui va ouvrir dans un an à l'automne 2022. Donc, nous sommes très avancés dans ce travail qui occupe le musée depuis de nombreuses années avant mon arrivée. Mais ce que j'ai fait en arrivant, c'est que j'ai à la fois confirmé le parcours permanent et en même temps décalé chronologiquement ce parcours permanent en le faisant débuter en 1685. Pourquoi 1685 ? Parce que cela correspond à deux événements importants. D'une part, la publication du Code noir, cet ouvrage juridique qui précise les conditions juridiques de la traite et de l'esclavage en France, dans l'Empire français. Qui a le droit, quels sont les droits ou les non-droits des esclaves, l'esclave comme bien marchand, bien entendu, comme bien meuble, etc., etc. Et également, 1685, c'est l'édit de Fontainebleau, c'est-à-dire l'expulsion des protestants hors de France. Et vous en savez quelque chose, évidemment, vous, à Berlin, puisque de très nombreux protestants se sont installés en Europe du Nord, y compris à Berlin au XVIIIe siècle. Et donc, nous, en partant de 1685, on se déplace tout de suite d'un point de vue chronologique, mais aussi d'un point de vue géographique, parce qu'on parle de la traite transatlantique que l'on envisage comme une forme de migration. C'est une migration très violente, extrême, mais c'est bien une migration entre les côtes africaines et puis les Antilles, pour l'essentiel, Saint-Domingue, qui va absorber une grande partie de la traite, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane également. On se déplace, on n'est plus dans la perspective classique de l'histoire de l'immigration avec des groupes, pour l'essentiel européens, tels qu'on les présentait jusqu'à ces dernières années, convergeant vers l'Hexagone, vers la France européenne, les Italiens, les Polonais, les Allemands aussi, les Belges, etc., à la fin du XIXe siècle, un petit peu aussi l'Afrique du Nord, telle que l'ancienne exposition le présentait. On fait éclater complètement cela en considérant la France dans une perspective impériale. Et donc, la migration des Africains, la traite, bien entendu, d'Afrique vers la Caraïbe, c'est notre histoire. Et on la présente dans le musée national d'histoire de l'immigration. Ce sera la première fois d'ailleurs qu'en France métropolitaine, un musée national présente un espace de bonne dimension consacré à la traite et à l'esclavage. Il y a des musées régionaux qui le font, comme à Nantes et à Bordeaux, mais ce sera la première fois pour un musée national. Et donc, nous faisons exploser complètement les frontières en intégrant l'Empire français dans cette longue histoire à partir de 1685 jusqu'à aujourd'hui. On parle aussi bien
des Polonais qui s'installent en France dans les années 20 et dans les années 30 que des migrants chinois et indiens qui s'installent dans la Caraïbe ou bien dans l'île de la Réunion à partir de la fin du 19e siècle, celles et ceux qu'on appelle les coulis, après l'abolition de l'esclavage. Nous considérons que cela entre dans le champ de notre travail, mais vous voyez à quel point on dilate la perspective à l'échelle de ce que l'historien Patrick Boucheron, dans un ouvrage célèbre il y a quelques années, a appelé la France mondiale. J'aime à dire à mes étudiants à poser la question aux étudiants de savoir quelle est la plus grande frontière terrestre que la France partage avec un autre pays. Quel est cet autre pays? Donc, les étudiants hésitent entre l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Et je leur dis à chaque fois que le pays frontalier de la France, avec la plus grande frontière, c'est le Brésil, bien entendu. Et donc, il faut bien regarder ça. Il faut bien s'intéresser aussi aux migrants qui traversent le Maroni, par exemple, ou bien qui passent la frontière entre la Guyane et le Brésil, ou entre le Suriname et la Guyane, dans la forêt amazonienne. C'est notre histoire et il n'y a aucune raison de ne pas considérer cela, de ne pas le présenter, même si cela peut surprendre. Donc, on voit bien à quel point des musées un peu classiques dans leur présentation sont en train aujourd'hui de renouveler assez profondément leurs expositions permanentes, c'est celle dont je viens de parler, en ouvrant géographiquement et chronologiquement les choses et en s'intéressant de façon beaucoup plus accentuée que par le passé aux espaces coloniaux et aux espaces post-coloniaux. Dans la nouvelle présentation, il est beaucoup question de migrants asiatiques, africains, de migrants venus des Antilles aussi, pour ce qui concerne la migration antillaise vers la métropole à partir des années 60, principalement. De tout cela, il sera question dans l'exposition permanente. Et je vois avec intérêt d'ailleurs que les collègues de musées de migration sont dans cette même démarche. J'ai récemment échangé avec le directeur de Ellis Island, le grand musée de l'immigration de New York aux États-Unis, bien sûr, qui est tout à fait, il travaille de façon tout à fait intéressante pour essayer de décaler Ellis Island d'une histoire classique qui est exacte, mais qui ne dit pas tout, qui est celle de la migration européenne, nord-atlantique, vers les États-Unis de la fin du 19e siècle jusqu'en 1924, pour mentionner les lois qui ont bloqué l'immigration vers les États-Unis. Or, quand on regarde les choses, eh bien, on s'aperçoit que Ellis Island n'accueille pas que des migrants européens, mais aussi des migrants venus du Moyen-Orient. Le Titanic qui coule en 1912, ce sont des migrants syriens qui meurent, ce ne sont pas des Irlandais, contrairement à ce que le film laisse entendre. C'est pas de la musique irlandaise dans le Titanic, c'est de la musique syro-libanaise. Des migrants africains aussi, des anciens soldats de la Première Guerre mondiale qui partent aux États-Unis. Ça peut être vu comme paradoxal d'ailleurs, après la Première Guerre mondiale, en se disant qu'ils pourront tenter leur chance à New York plutôt que de rentrer dans la colonie d'où ils provenaient. Bref, de regarder Ellis Island dans une perspective beaucoup plus ouverte que ce qui était présenté jusqu'à présent. Donc, ces modifications-là, dans ces musées, sont tout à fait passionnantes et comme nous le verrons tout à l'heure, elles se font bien entendu en lien avec des demandes nouvelles dans la société, des demandes de représentation de la part de celles et ceux dont le musée ne parlait pas jusqu'à présent. Alors, vous pourrez m'objecter avec le musée d'histoire africaine-américaine, le musée d'histoire amérindienne ou le futur musée d'histoire des femmes, par exemple, pour ne nommer que les États-Unis, vous pourrez m'objecter qu'il y aurait là un risque d'éparpillement. À chaque groupe, son musée, finalement, ou à chaque entité sociale,
son musée. C'est une critique que l'on entend, d'ailleurs, y compris aux États-Unis, où certains responsables de musées ou certains hommes politiques s'inquiètent de cet effet de ce qu'on pourrait appeler en français de communautarisation des musées. À quoi on peut rétorquer qu'il ne s'agit pas tant, à mon sens, que d'enfermer chacun dans son musée, à chaque groupe son musée, que d'éclairer l'histoire commune d'une manière différente. Parler de l'histoire des femmes et faire un musée d'histoire des femmes, ça n'est pas un musée destiné aux femmes, ou ce n'est pas un musée qui enfermerait en quelque sorte l'histoire des femmes sans la projeter dans d'autres musées, mais c'est offrir un éclairage qui est un éclairage nouveau, passionnant, un éclairage créatif, un éclairage extraordinaire sur un aspect de l'histoire, sur une dimension essentielle de l'histoire nationale qui jusque-là n'était pas mise en lumière, ce qui ne signifie pas, bien entendu, que les autres musées, par exemple le musée d'histoire africaine-américaine, ne doivent pas parler des questions de femmes ou des questions de genre plus généralement. C'est plutôt une question d'éclairage, à mon sens, qu'une question de communauté ou de représentation communautaire dans l'espace des musées, même si cette question peut en effet se poser. Le deuxième groupe de musées dont je voudrais parler, c'est donc celui des musées des beaux-arts, où des questions également coloniales et post-coloniales se posent avec insistance depuis quelques années. Et j'en ai eu une expérience très personnelle pour avoir été le commissaire scientifique d'une exposition qui a eu beaucoup de succès, d'ailleurs, au musée d'Orsay il y a 2 ans et demi, qui s'appelait Le Modèle Noir, qui était la première exposition du genre, d'ailleurs, en France, présentant des personnes noires représentées donc dans la peinture et dans la sculpture française depuis la Révolution jusqu'aux années 1930. Lorsque nous préparions cette exposition, beaucoup et nombreux étaient celles et ceux qui nous disaient « mais attention, ça va faire scandale en France, vous ne vous rendez pas compte, la France, c'est une république aveugle à la couleur de peau et vous organisez une telle exposition. » Et puis la commissaire principale, qui est américaine, Denise Murrell, a tenu bon, elle a trouvé les financements qu'il fallait et puis l'exposition a eu lieu. Je me souviens d'ailleurs de la préparation extraordinaire préalablement à l'ouverture de cette exposition en janvier-février 2019, où nous avions réuni des professeurs par centaines, des responsables associatifs pour leur présenter l'exposition, bref, pour préparer les choses, pour éviter le scandale à l'ouverture de l'exposition en avril 2019. Et puis, finalement, il n'y a pas eu de scandale du tout, et l'exposition a attiré presque 600 000 visiteurs. Ça a été un succès tout à fait extraordinaire que l'on doit notamment à Laurence Descartes, la directrice du musée d'Orsay, qui est devenue la présidente du musée du Louvre il y a quelques semaines seulement. Donc, il se passe quelque chose dans les musées classiques des beaux-arts, c'est-à-dire le sentiment qu'il faut présenter les œuvres différemment. Au musée d'Orsay, le tableau le plus célèbre, c'est l'Olympia de Manet, que vous avez peut-être en tête, où l'on voit cette femme blanche dénudée au premier plan, allongée, et puis il y a un chat sur le lit, et puis derrière, il y a une femme noire qui présente un bouquet. Eh bien, figurez-vous que dans les études d'histoire de l'art sur ce célèbre tableau, l'Olympia, on parlait plus du chat noir que de la femme au second plan. Cette femme n'avait pas de nom, elle était complètement inconnue, et l'on doit justement à Denise Murrell, l'historienne américaine, d'avoir été chercher qui pouvait être cette femme. On a trouvé son nom, on a repéré où elle habitait en allant regarder dans le cadastre de Paris. Elle s'appelait Laure, elle habitait rue Vintimille dans le 9e arrondissement.
dans un immeuble occupé par des lingères, des femmes qui lavaient le linge, donc elles devaient certainement être aussi lingères, en même temps qu'elles gagnaient un peu d'argent comme modèle à ce moment-là. Bref, on a essayé de donner une existence à cette femme qui était comme invisible. Et on a changé le nom du tableau pendant l'exposition en l'appelant Olympia et l'or, manière de donner existence à cette femme. De même, un autre tableau célèbre, le portrait d'une femme noire de Madame Dubois, a-t-il été renommé en portrait de Madeleine parce que les recherches qui ont été faites à propos de cette femme ont permis, selon toute vraisemblance, de déterminer que cette femme s'appelait Madeleine lorsqu'elle a été peinte en 1798, qu'elle venait de Guadeloupe, qu'elle était libre à ce moment-là, puisque l'esclavage avait été aboli en 1794, avant d'être rétabli, bien sûr, par Napoléon Bonaparte en 1802. Et donc, elle est peinte dans cette fenêtre de liberté. On ne sait pas ce qu'il est advenu d'elle. Et elle regarde Madame Benoît, la peintre, élève de David. C'est un tableau admirable. Nous avons changé son nom. Ça a fait des critiques d'art qui se sont offusquées du changement de nom, changement en disant qu'on ne change pas le nom le titre des livres, ce qui était inexact d'ailleurs. On peut changer le titre des livres. En tout cas, cela s'est fait, par exemple, pour Agatha Christie. Il y a d'autres exemples plus ou moins récents. En tout cas, on l'a fait, au moins de manière provisoire, mais j'observe que le Louvre a conservé le titre de portrait de Madeleine. C'est comme ça que ce tableau est désormais connu. Au-delà de ce qui consiste à faire apparaître ce qui est invisible, hein, de dire simplement, mais regardez, c'est sous vos yeux. Vous avez dans l'art occidental tout ce qui permet de dire des choses sur l'expérience coloniale. Encore faut-il le voir, encore faut-il simplement l'illustrer. C'est ce que le Rijksmuseum à Amsterdam a très bien fait dans cette très belle exposition sur l'esclavage qui s'est tenue tout l'été dans ce musée, très beau musée d'Amsterdam. Et quand vous allez au Rijk aujourd'hui, j'y étais il y a 2 semaines, eh bien, de nombreux tableaux y compris les tableaux de Rembrandt, par exemple, sont accompagnés de petits panneaux qui ont été disposés à l'occasion de cette exposition, rappelant que tel personnage, par exemple, tel négociant d'Amsterdam, riche négociant ou sa femme, etc., était lié au trafic d'esclaves à cette époque. Les petits panneaux le rappellent et veulent simplement adosser et rappeler aux visiteurs que la prospérité des Provinces-Unies à cette époque, au XVIIe siècle, était aussi liée à la traite transatlantique dans laquelle ces marchands étaient engagés. L'un des plus célèbres tableaux de Rembrandt, d'ailleurs, précise que l'homme qui est peint avait une domestique venue des Antilles, venue de la Caraïbe, avec qui il a eu des enfants, de manière évidemment dont on peut supposer que cela ne relevait pas de l'agrément de cette femme, et que lorsque les enfants sont nés, il a ensuite renvoyé cette femme et les enfants vers la Caraïbe. Voilà ce que précise ce petit panneau que l'on peut lire au Rijksmuseum. Et donc, ce qui est frappant, c'est que l'on peut donner à voir et donner à expliquer, à donner une profondeur historique, c'est-à-dire une profondeur coloniale, à des tableaux qui en semblent dépourvus de prime abord, voire à faire apparaître des personnages que l'on ne voit pas parce qu'on n'en parle pas, parce que les historiens de l'art n'en parlaient pas. Une autre question se pose dans les musées des beaux-arts, qui est la question, au fond,
L'accueil des visiteurs, j'en dirais quand même un mot, parce que cette question se pose dans les musées les plus institutionnels, comme le musée d'Orsay, le musée du Louvre. Le sentiment pour beaucoup de visiteurs, celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les musées, d'être accueillis de façon assez fraîche. C'est notamment le cas des enfants qui viennent de la banlieue parisienne, de communes populaires, qui font parfois un peu de bruit, qui sont bavards dans des espaces où normalement on doit chuchoter, et qui se trouvent là devoir affronter des remarques très dures de la part des gardiens, voire qui sont tout bonnement écartés et expulsés du musée. Il y a donc toute une question qui se pose, qui est celle de l'accueil, de la manière dont on fait place à celles et ceux qui ne se comportent pas comme on peut l'attendre. Je passe vite sur ce point, mais je tenais quand même à le souligner. Le dernier groupe de musées dont je voudrais parler, c'est bien entendu celui des musées des arts et civilisations non européennes, des musées d'ethnologie, comme on pouvait le dire pendant longtemps. Et c'est évidemment le cœur du sujet. Et Jacob Vogel a rappelé tout à l'heure la cérémonie qui s'est tenue hier au musée du Quai Branly, lorsque le président de la République s'est exprimé et avec des représentants de la République du Bénin pour remettre solennellement à la République du Bénin 26 statues en bronze, les bronzes de la cour royale d'Abomey, qui avaient été volées, pillées en 1892 par un corps militaire français dirigé par le général Dodds. Cette cérémonie était importante parce que pour la première fois, un pays européen, un pays occidental, disons, remet officiellement à un pays d'Afrique des œuvres volées, des œuvres pillées. Cette cérémonie était, je dois dire, assez émouvante. Et elle pose une question, évidemment, qui concerne aussi et directement les musées allemands, bien entendu, belges, britanniques et français, qui ont accumulé entre 90 et 95% du patrimoine culturel africain. Cette question-là est une question très grave qui a été pressentie déjà dans les années 30 par celles et ceux qui anticipaient la possibilité de la décolonisation en réfléchissant à l'indépendance. Que signifie l'indépendance si cette indépendance n'est pas appuyée sur une histoire que l'on peut toucher, sur une histoire que l'on peut voir, sur une histoire matérielle, sur une histoire de signes et de symboles incarnés dans des œuvres, dans des objets religieux également. Cette question était là déjà dans les années 30. Et puis, elle a rebondi dans les années 60, après les indépendances, jusqu'à prendre forme à l'UNESCO. Dans les années 70, je tiens à souligner l'importance de l'UNESCO dans les années 70, qui a organisé les premiers symposiums, les premières tables rondes sur le sujet, avec des conservateurs européens, des responsables de musées européens qui ricanaient, je le dis comme cela se passait, à cette époque, à la simple possibilité de devoir se séparer d'une partie de leur collection. Cela était inenvisageable à cette époque. La question a ensuite progressé de façon extrêmement tortueuse, avec la possibilité côté français de restitution de restes humains qui a été rendue possible dans les années 1990 et qui a permis la restitution des restes de Saartjie Baartman, la Vénus Hottentote, au gouvernement sud-africain en 2002, mais cela est resté de façon extrêmement à une toute petite échelle. Cela ne remettait pas en cause le principe d'inaliénabilité des collections françaises, le fait que l'État ne se sépare jamais de ses collections artistiques. Cela était un principe extrêmement solide
du droit français auquel les responsables de musées tenaient beaucoup. Or, une loi importante a été votée le 24 décembre 2020 qui, pour la première fois, remet en cause ce principe d'inaliénabilité. La loi dit que l'État peut en effet, sous certaines conditions, ces conditions sont assez restrictives, il est vrai, se séparer et restituer des objets qui ont été indûment récupérés par les musées français. Et c'est donc quelque chose d'important que cette loi, même si, comme Bénédicte Savoy et Felwine Sarr l'ont remarqué, il faut, c'est là la subtilité juridique, pour chaque objet restitué, voter une nouvelle loi. Ce n'est pas une loi cadre, comme on dit, c'est une loi ad hoc. Donc, les objets que l'État français va restituer dans le futur devront au préalable être sanctionnés par un vote du Parlement, ce qui rend les choses tout de même extrêmement délicates et extrêmement fragiles aussi d'un point de vue politique. Et donc, beaucoup militent, dont je suis, pour le vote d'une loi cadre qui pose le principe et qui ensuite permet d'organiser un processus régulier de restitution. Cela se heurte, il faut le dire, à des résistances extrêmement vives de responsables de musées, de curateurs, de conservateurs du patrimoine. Le nom est tout à fait clair de ce point de vue. Et rien ne dit que ce processus de restitution va s'organiser de manière fluide. Mais je pense que le mouvement historique est là, que c'est quelque chose comme Felwine Sarr le remarquait hier, que c'est un mouvement contre lequel personne ne pourra réellement se battre. C'est un mouvement historique par lequel l'Afrique va récupérer une partie de son patrimoine. Songez que au musée du Quai Branly, il y a environ 70 000 objets africains qui sont stockés et que moins de 10 000 sont montrés aux visiteurs. Vous voyez, donc l'essentiel est stocké et c'est vrai aussi à Berlin, c'est vrai aussi à Londres, c'est vrai aussi à Bruxelles. L'essentiel est stocké, peu de choses sont montrées relativement parlant et donc il faut s'engager dans cette voie. Nous sommes là à l'orée d'un cycle historique contre lequel, je pense, personne ne pourra sérieusement s'opposer, même si il y a, comme je le disais, des résistances. Cette question pose, avec celle que j'ai déjà soulevée, un ensemble très vaste de questions qui sont des questions d'une grande force, qui ont un grand écho dans les sociétés européennes et dans les sociétés africaines, comme j'ai pu m'en rendre compte, qui suivent avec grande attention ce qui se passe actuellement à Paris et ailleurs à propos des restitutions. Il y a des débats, il y a des publications dans les journaux, il y a beaucoup de choses. Cela vient de demandes à propos de la jeunesse africaine, bien sûr, notamment de demandes relatives à l'histoire précoloniale de l'Afrique, qui est absolument essentielle pour la jeunesse africaine, mais aussi de demandes que j'appellerais des demandes diasporiques, des demandes provenant aussi de la population européenne d'origine africaine, car la société française est une société qui est plus métissée que par le passé. Il existe une part de la population importante qui a des origines africaines, en particulier subsahariennes, et qui suit avec grande attention ces questions et ces débats. Et donc, la prise de conscience se fait que les sociétés européennes sont des sociétés multiculturelles et que les musées doivent refléter cela dans leur politique de restitution, mais aussi dans leur politique d'exposition. Que faire alors? Très brièvement, 3 points. Le premier point, c'est dialoguer avec la société.
avec les groupes, avec les communautés, appelez-les comme vous voulez. À mon sens, on ne peut plus préparer une exposition, quelle qu'elle soit d'ailleurs, sans établir une conversation avec celles et ceux qui sont liés à ce que l'on veut présenter. On ne peut pas, par exemple, nous préparons une grande exposition sur les migrants asiatiques en France, dans l'espace, y compris dans l'espace impérial français, je parlais des coulis tout à l'heure. On ne peut pas préparer cette exposition si on ne sollicite pas les personnes vivant en France d'origine asiatique. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs en organisant des réunions avec des responsables associatifs, en faisant de telle sorte que la préparation de cette exposition soit en quelque sorte diffusée, qu'elle soit médiatisée en dehors du musée, que celles et ceux qui sont prioritairement concernés aient leur mot à dire. Ils peuvent aussi, d'ailleurs, d'un point de vue strictement matériel, nous apporter des choses, nous donner, nous confier des objets, des choses que nous pouvons montrer. Et je me réjouis de voir qu'il y a une mobilisation dans les associations asiatiques en France à propos de cette exposition. D'une manière générale, on ne peut pas parler de groupes ou de production culturelle de groupes quels qu'ils soient sans s'adresser à ces groupes eux-mêmes. Comme le disait Nelson Mandela, si vous faites les choses pour nous, sans nous, eh bien vous faites les choses contre nous. Le deuxième point, c'est le fait qu'il convient de dialoguer avec les pays d'origine des œuvres pour engager des politiques contractuelles et à long terme des restitutions. C'est indispensable dans le cas de ces musées de civilisation parce que les musées africains ont besoin de collections. Un musée sans collection, ce n'est pas un musée. C'est un musée qui, en ayant des collections, pourra d'ailleurs s'insérer dans le vaste système mondial d'échange et de troc que les musées pratiquent pour pouvoir organiser des expositions temporaires. Si l'on veut que les musées africains puissent accueillir de grandes expositions mondiales, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Encore faut-il qu'ils aient des collections, parce que les collections servent de monnaie d'échange, si je puis dire, pour s'insérer dans cette économie morale, entre guillemets, à l'échelle des musées. Mais ce n'est pas que pour cela, c'est aussi parce que les œuvres doivent rentrer à la maison. Ce sont des retrouvailles. Comme on le disait hier au Quai Branly, les œuvres, les bronzes d'Abomey, lorsqu'ils reviennent, ils vont revenir dans quelques semaines au Bénin, d'abord à Cotonou, puis à Ouidah, puis à Abomey, eh bien, ils vont retrouver un univers, une forêt de signes et de symboles, une dimension religieuse aussi chez ces hommes mi-hommes, mi-animaux, une dimension qui va leur redonner tout leur sens, bien entendu, un sens qui n'est plus tout à fait celui de la fin du XIXe siècle, puisque ces œuvres auront vécu pendant un siècle en France, qu'elles auront été touchées par des mains extérieures, qu'elles auront voyagé. Elles ont effectué un long voyage, ces œuvres, avant de revenir chez elles. Et le regard que les Béninois porteront sur ces œuvres essentielles sera différent de celui que la population, que leurs ancêtres portaient il y a un siècle, bien entendu. Il ne s'agit pas d'effacer cette histoire coloniale, il s'agit d'en parler. Et on peut faire confiance aux Béninois pour présenter ces œuvres de façon remarquable. Ensuite, il y a aussi un argument qui a longtemps été dit en Europe sur le fait que les Africains ne seraient pas censés bien s'occuper des œuvres restituées. Argument malhonnête et méprisant. On pourrait même dire argument quasi raciste, quand on sait d'une part que ces bronzes et ces œuvres n'étaient pas si bien conservés que cela dans les musées européens pendant très longtemps. Vous voyez les descriptions de certains musées d'ethnographie dans les années 70 où les œuvres sont laissées quasiment à l'abandon. Et puis nous, du côté européen, il nous arrive aussi des accidents en ce qui concerne les œuvres culturelles. Je crois qu'une grande cathédrale a brûlé à Paris il y a 3 ans. Ça rend modeste sur le fait que on s'occupe plus ou moins bien de notre patrimoine culturel, en tout cas
les Africains sauront s'en occuper. Et jeter un doute à ce sujet me semble, comme je le disais, malhonnête et méprisant. La troisième proposition, c'est qu'il faut repenser complètement les expositions, en multipliant les points de vue, en faisant de telle sorte aussi que les professionnels des musées soient un petit peu plus divers qu'ils ne le sont actuellement. Je ne sais pas ce qu'il en est en Allemagne aujourd'hui, mais en France, le monde des conservateurs des musées est un monde blanc et bourgeois, disons-le comme ça, et c'est à peine une caricature. Si vous voulez une description sociologique d'un musée, eh bien, les gardiens sont noirs dans un musée français, ceux qui font la surveillance, ceux qui ouvrent les portes, ceux qui sont assis sur les chaises dans les salles, et puis les curateurs et conservateurs sont blancs. J'exagère à peine, j'ai l'impression de dire une énormité, mais non, c'est la réalité dans mon propre musée. À part moi, bien entendu. Donc, il faut changer les choses, il faut des sensibilités variées, il faut des points de vue variés, il faut transformer la sociologie des agents des musées, des personnes qui travaillent dans les musées. En transformant la sociologie, on ne transforme pas tout de ce point de vue, mais on engage un chemin qui est celui qui consiste à repenser la manière dont les expositions sont conçues, le public auquel elles s'adressent par la multiplication des points de vue, par la mise à jour de ces mille et un récits qui souvent sont négligés ou sont tenus comme quantité négligeable. Et donc, je vais conclure ici. Vous voyez bien à quel point les musées d'aujourd'hui sont engagés dans ce que j'appellerais, sans vouloir forcer le trait, une forme de révolution culturelle et sociale. Ils entrent dans un nouveau cycle et on pourrait même penser que ce nouveau cycle est nécessaire, indispensable à leur survie. Un musée, ça coûte cher. Ça coûte cher à la collectivité. Il faut donc penser la survie, la légitimité des musées aussi au regard de leur assise sociale, de ce qu'ils ont à dire sur le monde d'aujourd'hui, de la manière dont ils sont faits, de qui travaille dans les musées. C'est vrai des musées, c'est vrai aussi des grandes institutions du spectacle vivant. J'ai travaillé à l'Opéra de Paris l'année dernière. Ce sont des questions similaires qui se posent à l'Opéra de Paris, au répertoire, aux artistes de l'Opéra de Paris. Il y a là des changements indispensables à engager et je crois qu'ils se font jour à l'heure actuelle. Je ne néglige pas les résistances, je ne néglige pas les voies tortueuses par lesquelles on ne fait pas aboutir les changements, mais il est en train de se passer quelque chose. Et c'est pour ça qu'actuellement, à mon sens, le monde des musées, c'est vrai en Allemagne, mais c'est vrai en France, là où je le connais le mieux, c'est vrai aux États-Unis, que je connais aussi bien, en Hollande, comme j'ai pu le voir récemment, il est en train de se passer quelque chose d'assez passionnant, peut-être d'aussi important que les grandes révolutions d'exposition et de musée du 19e siècle, quelque chose qui est susceptible de transformer les musées, de les rendre plus ouverts, plus intéressants pour une partie plus importante de la population, et puis d'en faire des lieux de dialogue avec le reste du monde, des lieux de circulation, des lieux où l'on peut converser et échanger et regarder et écouter. C'est ce que nous faisons, par exemple. Je vais terminer là avec une belle exposition que je vous invite à voir si vous passez par Paris. C'est ma petite page de publicité sur Picasso, avec des œuvres très importantes de Picasso, bien sûr, mais ça n'est pas une nouvelle exposition Picasso, c'est Picasso étranger. C'est le Picasso qui n'a jamais obtenu la nationalité française, alors qu'il l'a réclamé en 1940, qu'il en avait vraiment besoin, parce que Franco était au pouvoir, que la guerre mondiale allait commencer. Il réclame la
naturalisation française, et les autorités françaises la lui refusent. Et donc, on regarde cela, on présente le dossier de police de Picasso, on monte un Picasso qui n'est pas le Picasso français, embrassé par la France, on montre un Picasso qui est resté étranger jusqu'à la fin de ses jours et qui, tous les 2 semaines, devait aller au poste de police. Il n'en a jamais parlé directement lui-même, d'ailleurs, pour donner son adresse aux policiers, au commissariat, jusqu'à la fin de sa vie. Il aurait pu obtenir la nationalité française, après-guerre, bien entendu, lorsqu'il était célébré, mais il l'a refusé, lorsqu'il a dit qu'on lui avait refusé quand il en avait besoin. Il n'allait pas l'obtenir après-guerre. Et puis son engagement dans le Parti communiste, avec les municipalités qui lui ont offert les premières expositions de grande dimension après la Seconde Guerre mondiale. Bref, c'est tout cela qu'on montre, de telle sorte que la frontière entre beaux-arts et histoire est complètement brouillée. C'est une exposition d'histoire ou une exposition de beaux-arts, les deux. Et c'est pour ça que c'est passionnant. Donc, je vous attends au musée pour voir cette exposition Picasso et puis tout le reste, bien entendu, parce que l'époque qui s'ouvre pour les musées est une époque passionnante. Merci. Vraiment, on vient d'entendre tellement de choses. Je dois prendre un petit peu de recul, j'ai envie de dire. C'est difficile d'y répondre de manière spontanée et puis d'y faire référence. Il y avait tellement d'informations, mais je vais essayer de le faire en 2 étapes. Dans un premier temps, je voudrais revenir sur la chronologie historique de tous ces exemples que vous avez si bien présentés avec tant d'engagement. Pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui actuellement dans les musées, pour comprendre ce qu'il advient aujourd'hui des musées et de la position des musées au sein des sociétés. Et puis, dans une 2e étape, j'aimerais essayer d'aller plus loin encore, peut-être de caricaturer en quelque sorte, en tout cas de voir un petit peu ce qui entre guillemets, se cache finalement derrière ce que vous venez de nous présenter, Pape Ndiaye, derrière cette transformation, cette révolution qui a lieu pour le moment. Alors, nous voyons, et peut-être même y avons-nous activement contribué, qu'il y a un changement dans ce monde du musée, le musée tel que nous le connaissions jusque-là, dans ces institutions. Et on voit très bien, très clairement, entre autres dans les exemples que vous avez cités aujourd'hui, que les musées sont des lieux, pas seulement dans leur architecture, dans leurs bâtiments, mais des lieux où on a des expositions de systèmes sociaux, des expositions qui ont besoin d'être légitimées. Ce qui différencie les musées modernes de ces autres musées dont vous parliez, c'est qu'ils ont une autre présentation de leur structure. Ils se présentent de manière différente. Vous l'avez d'ailleurs très clairement dit, il s'agit de lieux où nous retrouvons les résultats de catégorisation, de taxonomie, d'attribution qui ont été décidés à un moment et qui donc forcément excluent toujours quelque chose. Les musées en Europe, au-delà de l'Europe aussi, mais nous parlons là d'abord de l'Europe, ont tous cette fonction, ce rôle de nous apprendre quelque chose. Et ils ont aussi ce caractère esthétique, et c'est celui-ci qu'ils essaient de nous faire comprendre pour que nous puissions voir, comprendre ce qui est l'art et ce qui n'est pas de l'art. Et dans ces musées ethnologiques, d'ailleurs, c'est peut-être beaucoup plus le lieu de symbole, justement, de cet aperçu, de ce point de vue dualiste du monde.
D'abord, on y voit un petit peu ce qui nous concerne, mais aussi ce qui est autre, ce qui est différent, ce qui concerne l'étranger. C'est aussi une représentation des sujets actifs, passifs, de la nature, d'un certain dualisme finalement, d'un dualisme que l'on ne peut pas réellement enseigner de l'esprit et du corps. Et c'est ce dualisme et ces dualismes qui sont considérés comme étant universels, comme des dualismes qui ont une validité universelle. Et de cette manière, on comprend mieux comment les musées nous enseignent justement cet ordre qui leur est propre, qui a été décidé à un moment. Ce pouvoir international, ces pouvoirs internationaux, mais aussi ces pouvoirs au sein même d'une société. Et ce que nous constatons maintenant, c'est justement la dissolution de ce musée moderne. On voit une politisation, une repolitisation du monde des musées. Moi, j'ai envie de dire peut-être qu'on revient un petit peu à une sorte de musée ancien, de forme de critique aussi, des critiques. Et c'est justement à cela que nous travaillons aujourd'hui, une sorte de chambre magique à laquelle je pensais et qui fait opposition à ce monde de musée que nous le connaissons aujourd'hui. On pourrait presque dire, et ça peut être l'objet d'une polémique, qu'il se crée une nouvelle orthodoxie de la présentation, de l'exposition des objets, de leur provenance dont on parle si souvent. D'une certaine manière, tout cela devient un petit peu plus standardisé aujourd'hui. On les voit partout. On voit également la nouvelle invention, réinvention des musées dans leur aspect de culture du monde. On change le nom des musées. On a des musées de culture du monde à Francfort et ailleurs. On a des musées du monde à Vienne ou à Rotterdam. Et il y a beaucoup d'autres exemples auxquels je pourrais penser dans ce contexte. Et tout cela suggère finalement une certaine similitude des cultures. Et certes, comme je le disais, cela peut faire l'objet d'une polémique, mais de cette manière, finalement, on oublie un petit peu cet aspect colonial où le côté colonial est passé de certains objets de nos expositions et de nos musées. Nous constatons aujourd'hui encore, j'oublie maintenant l'aspect polémique et j'en viens à un autre sujet. Et vous l'avez très bien dit d'ailleurs dans votre exposé, on a cette tendance à rendre visible ce qui était invisible, ces objets qui ont eu une place durant longtemps dans les musées, mais une place cachée, de les rendre aujourd'hui visibles, de leur donner un nom, de leur donner une existence. Vous avez cité d'excellents exemples dans ce sens avec l'or et l'Olympia et l'or. Et tout cela se fait dans un système assez complexe où il s'agit de rendre visible l'invisible, d'impliquer aussi des groupes très mobilisés, très activistes, de prendre contact avec les pays d'origine de ces objets, de parler de la question de la restitution. Et tout cela rentre dans ce système complexe de la transformation, de la révolution. Mais je pense en tout cas que ce n'est pas encore terminé. Les tendances sont visibles, elles sont là, on les voit. C'est vrai, il faut élargir le personnel à tous les sens du terme, des curateurs, du personnel en général, essayer d'ouvrir une certaine multiperspectivité du musée dans son ensemble. Tout cela, c'est quelque chose qui est amorcé maintenant et qu'il faut continuer, poursuivre. Et puis, j'ai envie de le formuler de la manière suivante. Finalement, la révolution ne fait que commencer maintenant. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est ce qui découle de la logique du musée, c'est-à-dire qu'on élargit l'accès
au musée, l'accès aux sujets, aux objets, aux visiteurs, l'accès à ceux qui y travaillent. On diversifie finalement, on ouvre encore plus nos portes, on élargit cet accès. C'est l'idée même finalement du musée en lui-même. Je dirais que dans le fond, nous faisons face à une radicalisation profonde du musée et c'est finalement justement ce qui se joue un peu dans les coulisses, ce que l'on ne voit pas, c'est ce qui se passe derrière cette réinvention des musées dans l'espace, mais aussi dans le temps. Les musées doivent arrêter de se limiter à des temps parce que souvent dans un musée, finalement, on sait très bien à quel moment ça s'arrête, quand cette histoire s'arrête, mais cela ne fonctionne plus dans le contexte actuel, ne fonctionne plus aujourd'hui. Nous n'avons pas des histoires terminées, nous avons des histoires qui sont toujours en mouvement et en évolution avec les autres pays, avec le passé, et ce n'est plus très convaincant de mettre un terme à une histoire dans un musée et de limiter le musée dans l'espace temporel. Et il s'agit finalement de rendre présent ce passé qui est toujours finalement actuel. Et c'est justement ce que l'on veut dire ici quand on veut revenir sur cette époque colonialiste. On ne peut pas prendre des distances et refermer ce colonialisme, l'arrêter à un certain moment, on le reprend aujourd'hui. On ne peut pas avoir tiré des lignes et des limites, des frontières claires entre le passé et le présent. Ce n'est pas possible si on veut vivre ce présent et construire notre avenir. On ne peut pas limiter dans le temps l'histoire du musée en laissant au passé ce qui est du passé. Ça, c'est une chose. Et puis, l'autre aspect, c'est celui de l'espace. Le musée classique ethnologique nous montre, nous présente une culture étrangère qui présente un aspect un petit peu exotique, qui est identifiée aussi comme étant autre, étrangère, différente. Une culture qu'on va regarder avec une certaine distance, qui ne nous touche pas directement. Évidemment, cela n'est pas vrai. Ça, c'est la fiction du musée classique ethnographique. Et c'est aussi ce que nous voyons aujourd'hui, puisque les espaces fusionnent désormais, qu'il n'y a plus de limites, de frontières entre le ici et là, et que ces frontières disparaissent pour de nombreuses raisons. Donc, nous pouvons vraiment, finalement, percevoir cette globalisation de notre prise de conscience. On la voit déjà ici et là. Et dans ce contexte, effectivement, comme l'a dit la théorie postcoloniale, le monde ne peut pas se sous-diviser. Nous devons considérer le monde comme étant une grande unité d'imbrication, de circulation, d'interaction, et on ne peut pas distinguer des choses, certaines choses d'autres choses. Tout reste uni, fluide. Cela signifie que si on veut parler justement d'héritage colonial et d'héritage coloniaux, et c'est justement ce qui nous préoccupe ce soir, eh bien, il faut en parler en ayant en tête tous ces aspects. On ne peut pas parler de ces héritages coloniaux juste pour retenir certains objets dans les musées européens, dire qu'ils ont toujours été là et que c'est comme ça. Cela, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. C'est peu plausible aussi au final. Ce que nous voyons dans tout cela, c'est que, comme Ventemiolo l'a dit, une certaine désobéissance épistémique. Ce n'est pas simplement une forme d'activisme si
sous la forme d'une manifestation ou autre. Ce n'est pas du tout comparable. Ici, il s'agit d'un refus de se laisser convaincre par l'aspect épidémique de ces musées. Et c'est une désobéissance effectivement épistémique. Et c'est ce qui fait qu'il y a une certaine évolution qu'on observe aujourd'hui. Nous n'avons pas d'attribution claire et distincte. Nous avons des imaginations créatives, des idées du monde, de la forme que pourrait prendre ce monde, mais ces formes pourraient être différentes. Il y a aussi des limites entre la science et l'art qui deviennent des limites qui disparaissent finalement et qui ne sont plus là. Et si on regarde les expositions actuelles scientifiques, on s'en rend très bien compte. C'est très curieux au départ. Je ne sais pas, quand on va dans un musée ou on regarde une exposition d'un musée d'histoire allemande des années 80 et qu'aujourd'hui on voit ce qu'il en est, on a ces associations avec l'art et c'est très curieux au départ. C'est ce lien entre l'histoire et l'art, cette désobéissance épistémique. Et c'est exactement à la lumière de cela que l'on peut dire que le musée est un lieu intégratif où on va retrouver la science, l'histoire, le passé et le présent. Et je crois qu'on peut le dire, cela ne s'explique pas seulement par le fait que nous ne pouvons pas présenter le passé comme étant passé et révolu, mais, et je crois que nous y avons trop peu pensé, nous oublions, nous perdons en fait le caractère anthropocène de notre vision des choses, parce que l'histoire entre la limite entre l'histoire naturelle et l'histoire humaine n'est plus. Donc oui, c'est une révolution, en effet. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et elle va plus loin encore que celle que vous avez présentée dans votre exposé. Et les musées sont au cœur de cette révolution. Ils y jouent un rôle capital. Ils doivent se repositionner finalement dans ce système. Ils doivent essayer de se rendre visibles d'une autre manière dans ce système et doivent présenter un certain pluralisme dans la manière de voir, de percevoir et d'appréhender le monde. Ces musées sont aussi des acteurs qui ont un devoir de formation, d'éducation et d'information. Ce sont aussi des lieux qui doivent aussi permettre de rendre moins ambigu ce qui est déjà ambigu. Et je crois que votre exposé l'a très bien montré, il faut repenser les choses. La révolution et repenser les choses. Merci beaucoup.